Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, c'est une première pour moi ce soir, cette conférence sur le tir à l'arc. D'abord, en quelques mots, moi je suis juste une archère passionnée. En fait, j'ai pas fait d'études en rapport avec le tir à l'arc. J'ai même jamais été inscrite dans un club de tir à l'arc. J'ai jamais tiré avec des arcs modernes. Par contre, je me passionne depuis des années pour le tir à l'arc historique, pour le tir à l'arc médiéval principalement, et encore plus précisément pour le tir à l'arc oriental, et principalement le tir à l'arc de culture turco-mongole. C'est en 2007 et 2008 que ça a commencé. Je travaillais dans un château en Ardèche, un château qui accueille du public avec une équipe costumée, avec des ateliers, des artisans en particulier. Moi, je faisais de la calligraphie, de la musique, des visites guidées et théâtralisées. Et puis, petit à petit, je me suis rapprochée du pas de tir parce que je trouvais ça vachement intéressant quand même, avec tout le matériel qu'ils avaient, tous les arcs que j'avais jamais vus, toutes les pointes de flèches, toutes les explications. Et j'ai commencé à passer beaucoup de temps au pas de tir pour vraiment me passionner pour le tir à l'arc médiéval. Donc là, j'ai commencé à tirer au longbow, j'en reparlerai un petit peu après. Puis j'ai découvert les arcs orientaux, les arcs composites. Et c'est là que j'ai commencé une très modeste collection, n'est-ce pas? Mais une collection de quelques arcs plutôt occidentaux et plutôt orientaux pour vraiment diversifier un petit peu le plaisir et varier un petit peu les techniques de tir. Parce qu'on va aborder quelques techniques et si parmi vous il y a des archères ou des archers qui tirent ou qui ont tiré en club, là on va aborder une technique un peu particulière que peut-être vous ne connaîtrez pas. Alors des montagnes d'Anatolie aux steppes mongoles, en passant par les déserts de Perse, le tir à l'arc a joué depuis des millénaires un rôle primordial dans l'expansion des peuples cavaliers. Les tribus turkmènes, venues d'Asie centrale, puis les Seldjoukides au XIIe et XIIIe siècle, puis l'invasion de la Perse par les Mongols au XIIIe siècle, puis enfin l'Empire ottoman du XIVe au XXe siècle, ont développé l'archerie jusqu'à un niveau technique rarement atteint ailleurs. Les arcs composites leur ont permis de remporter de nombreuses batailles et des hauts faits militaires dont ils se sont illustrés qui ont fait trembler jusqu'aux rois d'Occident. Cette conférence présente très brièvement, parce qu'on a assez peu de temps et qu'on a 2 concerts à donner juste après, l'archerie turco-persane de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Nous y aborderons brièvement, bien sûr, les aspects technologiques, sociologiques, ethnologiques et mythologiques. Tout ça en peu de temps. Alors pour commencer, un petit point sur la technique et la technologie de l'arc composite. Tout d'abord, déjà, pour présenter un petit peu la chose, il faut savoir qu'il y a, grossièrement, globalement, 2 grandes familles d'arcs dans le monde. D'un côté, les arcs droits, dans lesquels on va pouvoir compter le longbow anglais, par exemple, l'arc français, l'arc bourguignon, qui sont des arcs dits simples, c'est-à-dire conçus avec une seule pièce de bois, et uniquement du bois. Et puis, il y a les arcs composites qui nous intéressent ici, qui sont par exemple l'arc turc, l'arc mongol, l'arc chinois ou l'arc coréen. L'arc droit, pour commencer. Il existe très probablement depuis plus de 20 000 ans. C'est une arme extrêmement ancienne qui a servi d'abord principalement pour la chasse et puis petit à petit pour la guerre. Les premiers arcs presque complets qui sont arrivés jusqu'à nous sont les arcs de Holmegard au Danemark. Dans les années 40, on a trouvé des arcs en très mauvais état, mais quand même, on savait sans aucun doute que c'était des arcs et qui ont été datés à il y a un peu plus de 10 000 ans. C'est assez énorme pour des objets en bois, puisque le bois, en général, 10 000 ans après, il a disparu. Mais là, en fait, le bois avait subi un traitement et puis il avait été conservé dans une tourbière, et donc il a pu arriver jusqu'à nous en suffisamment bon état pour qu'on reconstitue un petit peu les différentes pièces et qu'on se rende compte qu'il s'agissait d'arcs avec les encoches, la poignée et tout ce qui constitue un arc. L'arc composite, quant à lui, il est né il y a environ 4000 ans, quelque part entre l'Oural et l'Altaï. Donc un petit peu sur cette partie-là, cette partie verte, ici, donc une zone de steppe, qui était très propice pour les cavaliers. Il a été utilisé depuis par tous les guerriers des steppes d'Asie centrale, donc par exemple les Scythes, les Parthes, les Huns, les Avars, les Magyars, les Mongols, les Turcs
etc., mais aussi un petit peu plus en Occident par les Arabes et par les Chinois. Donc un petit peu toute la partie là centrale, on peut voir vraiment que de la Chine ici jusqu'en Europe centrale ici, toute cette zone-là, qui représente vraiment donc les grandes steppes, il y a eu des peuples cavaliers qui ont utilisé l'archerie de manière souvent très très développée. Qu'est-ce qu'un arc composite ? Alors, en fait, d'arc composite, on devrait plutôt parler d'arc biocomposite, parce que tous les éléments qui le composent sont d'origine naturelle. D'abord, on va renforcer l'âme de l'arc, c'est-à-dire la partie centrale, et qui est en bois, ou parfois en bambou, avec des tendons sur le dos de l'arc. Le dos de l'arc, c'est la partie, quand on tient l'arc à bout de bras, c'est la partie qui est vers la cible, la partie qu'on ne voit pas. Et sur la partie qui est vers le ventre de l'arc, donc la partie qui est vers l'archer, on va poser de la corne qui va permettre de résister à la compression de l'arc. En fait, le tendon, il va résister quand on va armer l'arc, donc quand on va le tendre et le plier, le mettre en tension. Et en revanche, la corne, elle va aider au moment où on relâche à faire redonner sa forme d'origine à l'arc. Les différents éléments, donc lame en bois, les parties en corne et les parties en tendon, sont collés avec des colles naturelles, principalement à base de poisson ou des colles de lapin. La meilleure étant, sans aucun doute, la colle de vessie natatoire d'esturgeon. Là, c'est précis. Le tout, en général, est enrobé de cuir, d'écorce ou de peau de serpent pour protéger l'arc des intempéries et éviter que l'arc ne s'abîme. En effet, c'est un petit peu problématique ces colles naturelles parce qu'elles sont très très longues à sécher. Par contre, une fois qu'elles sont sèches, elles ne bougent plus, sauf s'il fait humide. Et si un arc prend la pluie, ou s'il tombe dans une rivière, il faut le faire sécher tout de suite. Parce que si la colle se détend un tout petit peu, les tensions en jeu, les tensions mécaniques, sont tellement importantes que l'arc risque d'exploser et d'être totalement inutilisable. On va également rajouter sur cet arc des scias. Les scias, ce sont les parties noires aux extrémités de l'arc, qui sont en général en bois ou parfois en os, en bois dur, fixe, qui ne va pas bouger justement, cette partie-là ne va pas se déformer quand on va tirer, et qui font office de bras de levier. À l'extrémité de chaque branche, ça va démultiplier la force humaine nécessaire pour armer l'arc. D'une certaine manière, mais alors attention à prendre avec des pincettes, ça va un petit peu jouer le rôle des arcs à poulie modernes. Ça va permettre en fait de décupler cette puissance et au moment où on va tirer, en fait, de donner beaucoup plus de puissance et de nervosité à l'arc. Les cordes, quant à elles, sont traditionnellement en cuir, en tendon, en boyau, en fibre de bambou, en crin de cheval, en soie, etc., en fonction des matériaux auxquels on a accès. Un arc chinois et un arc hongrois, par exemple, ne seront pas forcément faits avec les mêmes matériaux, pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas ces arcs à disposition, on n'a pas ces matériaux à disposition. D'ailleurs, pour l'anecdote, si au Moyen-Âge, les archers occidentaux n'ont pas utilisé les arcs biocomposites, c'est principalement, entre autres raisons, mais parce qu'il leur manquait les cornes de buffle d'eau, qui sont plus ou moins indispensables pour faire la partie interne de l'arc, puisque le buffle d'eau a des cornes qui sont très longues et qui ont déjà à peu près la bonne forme pour être placées à l'intérieur d'un arc. Et sans cette partie-là, on pouvait faire un arc en bois avec uniquement du tendon, mais qui était beaucoup moins efficace, et qui était surtout beaucoup plus compliqué à faire. D'ailleurs, en parlant de ça, il faut compter à peu près entre 2 et 5 ans, si on compte bien sûr le séchage des bois, des colles, des tendons, etc., pour confectionner un arc composite digne de ce nom. Alors qu'en comparaison, il faut 1 journée pour fabriquer un longbow en if. Et aujourd'hui, on fabrique beaucoup d'arcs en matériaux de synthèse, des arcs beaucoup plus modernes en fait, dont les capacités mécaniques vont être plus ou moins similaires aux arcs biocomposites, mais qui sont beaucoup plus simples à produire, qui sont beaucoup plus rapides à produire, qui durent longtemps et qui n'ont pas cette fragilité face à l'humidité ou la pluie, par exemple. Donc on a des arcs en résine, en fibre de verre, etc., qui est parfois rajouté au bois. On peut ou non garder du bois sur l'arc pour garder l'élément naturel. Et donc les propriétés mécaniques se rapprochent beaucoup des arcs biocomposites. Alors, quelques images rapidement pour montrer l'arc avec lequel je tire moi, qui est un arc turc. Alors ici, il est débandé. On voit que, donc débandé, c'est qu'il n'y a pas la corde. Hein. Bander un arc, ce n'est pas l'armer, c'est juste mettre la corde. J'imagine que certains d'entre vous le savent déjà, mais je précise quand même. Cet arc turc,
C'est un arc déjà qui est très court, il fait 1 mètre, je crois que même une fois bandé, il fait moins d'1 mètre, il fait 96 cm. C'est des arcs très très courts. Les arcs turcs sont parmi les arcs les plus courts. Et c'est un arc qui est assez fortement précontraint, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout droit une fois débandé, mais il fait vraiment un arc de cercle. On est assez loin des arcs moghols ou des arcs Sind, par exemple, qui sont des arcs extrêmement précontraints. Ils font quasiment un arc de cercle ou un C quasiment fermé, presque un cercle en fait, une fois débandé. Mais on est très loin du longbow qui, une fois débandé, pourrait être un javelot presque, qui est tout à fait droit. Donc là, on le voit par-dessus et un petit peu sur le côté. Ça, c'est un arc ce n'est pas un arc biocomposite, c'est-à-dire qu'il est fait en résine. Il est recouvert de cuir, et ce cuir est peint à la main, toujours par un artisan en Turquie, une artisane même en l'occurrence, qui travaille donc avec de la feuille d'or, avec des peintures traditionnelles, etc. Et une fois bandé, donc il ressemble à ça. Donc tout de suite, ça change pas mal de forme. Ça reste des arcs très très courts, comme on le verra juste après. Mais c'est assez pratique, mine de rien, pour les transporter, et puis en particulier pour tirer à cheval. Mais ça, j'en parlerai un peu plus tard aussi. Voilà un peu sur le côté avec les peintures. C'est un arc en bois, en fait. Un arc en bois? Oui. Non, il est en résine, celui-ci. Ouais, comme je disais, c'est un arc synthétique, celui-là. Hein? Avec un matériau moderne. Oui, c'est ça, voilà. C'est un arc moderne, c'est-à-dire qu'il a des capacités mécaniques qui se rapprochent beaucoup de l'arc biocomposite, mais il n'a pas les inconvénients qui vont avec. Après, évidemment, on n'a pas les matériaux naturels et les matériaux nobles de l'arc biocomposite, mais c'est un compromis qu'en termes de technique de tir, vraiment en termes de pratique, moi j'ai trouvé très intéressant. Ça n'empêche pas qu'un arc biocomposite, c'est vraiment très intéressant, et la sensation de tirer est très différente aussi. Cet arc-là, pour en dire 2 mots, il a été fait par une entreprise turque qui s'appelle Şimşek. Şimşek, ça veut dire l'éclair en turc, la foudre. Et c'est une entreprise en fait qui a été créée par un père et son fils, qui sont ingénieurs tous les deux, et qui sont passionnés de tir à l'arc. Et en fait, quand ils ont dessiné ce modèle-là, le modèle Sipahi S+, ils ont, comme pour tous leurs autres arcs, fait une quantité astronomique de schémas, ils ont calculé toutes les pressions, les tensions. Alors, il y a des listes de chiffres énormes qui accompagnent ces arcs. Ils ont tout calculé et ils ont comparé ces chiffres, et donc l'efficacité de l'arc, avec des arcs biocomposites et des arcs qu'ils sont allés chercher dans des musées en Turquie ou ailleurs, pour se rapprocher au maximum des arcs anciens déjà, donc des arcs médiévaux ou des arcs ottomans plus tard, en matériaux du coup naturels. Voici pour ce petit arc. Ils font aussi des arcs composites à l'ancienne avec de la corde? Non, eux n'en font pas parce qu'ils sont vraiment spécialisés sur la résine. Mais d'autres en font, bien sûr, oui, oui. Voilà. Je parlais tout à l'heure des différentes techniques pour tirer à l'arc. Alors déjà, la première technique qu'on va aborder ici, c'est la technique méditerranéenne, la prise méditerranéenne en fait. C'est donc cette pratique qui se rapproche pas mal des pratiques de club actuelles en France, qu'on pratique par exemple au longbow en tir traditionnel, en tir instinctif ou en tir médiéval. Donc c'est vraiment l'index par-dessus la flèche et le majeur et l'annulaire en dessous. On a un certain contrôle de la flèche, on la sent bien entre les doigts, mais en même temps ça ne gêne absolument pas quand on arme. En tir classique, en revanche, on va garder les 3 doigts, mais ils sont en dessous de la flèche, qui reste clippée à la corde, elle reste fixe. Et là, on a les doigts un peu en dessous, et du coup, ça permet d'avoir un système de visée, ce qu'on ne fait pas sur des arcs traditionnels, puisqu'on appelle ça des arcs nus, il n'y a aucun dispositif de visée. Et là, du coup, la position de la flèche n'a pas vraiment de rôle à jouer, mais en revanche, il faut garder un ancrage et un mouvement aussi régulier que possible, puisque plus on va être régulier dans son mouvement, plus le tir va être précis et on va tirer au même endroit. Et après, c'est une correction qui fait qu'on va se rapprocher du centre de la cible qu'on vise. Ça, c'est le tir méditerranéen, donc. Ensuite, le tir slave, qu'on appelle aussi le tir perse, qui est ici pratiqué par Mihai Cosmei, un archer roumain, un archer traditionnel roumain. Ça, c'est une technique de tir qui est très ancienne aussi, puisqu'on a des traces iconographiques de Sassanides en Iran, donc aux Sassanides du 7e, 8e siècle, je crois. On en reparlera un petit peu plus tard. Des iconographies donc, qui montrent des archers qui utilisent cette technique-là, et qui est une technique un peu hybride, c'est-à-dire qu'on va utiliser 2 ou 3 doigts à crocheter la corde, et l'index, ici, sert uniquement à placer
la flèche, à bloquer la flèche. Parce que sur cette technique-là, contrairement à celle d'avant et celle de tous les archers modernes qui tirent en club aujourd'hui, la flèche ici ne se situe pas à l'extérieur de l'arc, c'est-à-dire du côté du bras d'arc, mais elle se situe à l'intérieur du bras d'arc. Ça fait que sur ces arcs-là, on n'a pas de repose-flèche. L'arc est droit devant, donc la flèche, elle repose sur la main, donc sur cette partie de la main en tir occidental, mais elle repose sur le pouce en tir oriental. La flèche est à l'intérieur, et pour rester plaquée contre l'arc, l'index ici vient jouer ce rôle-là et vient plaquer la flèche. On le voit, hop, ici de l'autre côté. Donc vraiment, les trois doigts, principalement le majeur qui est plus musclé, qui vient armer l'arc, le pouce qui tient l'encoche, et l'index qui vient plaquer la flèche. Et la technique qui va nous intéresser ici, c'est la technique au pouce, avec une bague d'archer, j'en reparlerai juste après. Cette technique, moi je la juge extrêmement intéressante parce que sur des arcs très courts, elle permet d'avoir un angle de corde. Une fois que l'arc est armé à pleine allonge, on a un angle de corde qui est très aigu et ça permet déjà de beaucoup moins se faire mal qu'avec trois doigts où forcément la corde elle vient faire un angle à l'intérieur de la main. Mais en même temps, on a beaucoup plus de précision dans la façon d'attraper la corde et de l'amener au point d'ancrage avant de décocher. En revanche, elle a une certaine contrainte, c'est qu'au lieu d'avoir trois doigts pour prendre toute la puissance de l'arc, là, on n'en a qu'un, le pouce. D'où l'intérêt de la bague qui va permettre de ne pas s'abîmer les doigts quand on tire. Et pour avoir tiré pas mal à 40 livres ou même un peu moins sans protection, au bout d'un moment, ça pique un peu. Donc ça, c'est un archer turc, Murat Özveri, qui faisait une démonstration avec du matériel traditionnel. Et on le voit d'ailleurs ici, hop, de face. On voit la flèche donc, qui est à l'intérieur de l'arc et qui repose sur le pouce et non pas sur l'extérieur, sur la main. Et le pouce, alors là, on ne le voit pas du coup puisqu'il est verrouillé, il est crocheté par le doigt. Mais donc, c'est vraiment le pouce qui vient attraper la corde, l'index qui verrouille par-dessus et on amène au point d'armement. Alors, on va faire une petite pause ici sur les photos et je vais vous montrer une vidéo très très courte que j'ai réalisée il y a quelques jours. C'est un extrait d'une vidéo un petit peu plus longue où je tire justement avec mon arc au pouce avec un petit ralenti pour voir la technique d'armement. Parce que les photos c'est bien mais il n'y a pas de mouvement. Alors il n'y a pas de son, c'est normal. Donc là, vous voyez déjà la taille de l'arc, le pouce qui vient déjà verrouiller et la flèche à l'intérieur de l'arc. Donc ça, c'est ma façon de tirer, ce n'est peut-être pas la façon de tous les archers, mais j'essaie de me rapprocher autant que possible des archers turcs que je connais. Ici, la caméra était posée sur une motte de foin, donc elle était un peu basse. On dirait que j'arme au niveau de mon œil. En réalité, j'étais plus près de ma bouche, mais comme c'est pris un peu d'en dessous, on ne voit pas très très bien. Et au moment de la décoche, l'arc part un petit peu vers l'extérieur. C'est un mouvement qu'on appelle le hatra, qui permet en fait à la flèche de partir sans s'enrouler et sans risquer de taper sur l'arc. C'est-à-dire qu'au moment de décocher, on écarte un petit peu l'arc et la flèche part plus droit que sur un longbow par exemple, où la flèche vient s'enrouler autour de l'arc en partant. Voilà pour le tir au pouce. Alors, on parlait des anneaux de pouce à l'instant. Ces anneaux de pouce, en turc, on les appelle des zigir. Ils sont dans différents matériaux. Donc, du coup, si vous connaissez l'exposition du musée, vous en avez déjà vu. Si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite très chaleureusement, après le concert, ou pendant le concert, mais après le concert, ça sera mieux, à aller faire un petit tour dans les salles en bas. Et là, vous en verrez des anneaux. Bon, c'est principalement des anneaux indiens, hein, je crois, ici, mais... Les anneaux que je vais vous montrer là, ils viennent principalement de Turquie. Donc on a, pour commencer, un anneau en bois, matériau très simple. On peut en trouver en cuir aussi. Moi, je tire avec une protection en cuir qui est plus souple. On sent mieux la corde qu'un anneau en bois qui est très rigide et ça coupe un peu le contact avec la corde. Et là, donc, ça, c'est un anneau vraiment très très simple. Qu'on place donc sur le pouce et la corde vient sur la partie un peu bombée justement pour éviter le frottement sur le pouce au moment de la décoche.
un deuxième anneau en métal. On pouvait aussi avoir des anneaux en os, par exemple, en corne, ou des anneaux comme celui-ci, en ivoire. Il date de 1550, cet anneau-là, et il est en ivoire avec de l'or, des rubis et des émeraudes. On imagine bien qu'un anneau comme ça, c'est plus un bijou qu'un anneau pour tirer à l'arc. Alors ces anneaux, en fait, signifient que la personne qui les porte déjà est un archer, est un guerrier, un combattant. Et avec le temps, ils sont devenus un symbole de prestige dans la société ottomane. Et certains anneaux plus récents ont tellement d'ornementation, comme celui-ci, et d'incrustations de pierres précieuses, qu'on ne peut vraiment pas tirer avec. C'est absolument plus un accessoire d'archerie, mais plus un bijou pour montrer un rang social. Maintenant, je vais vous parler de quelques accessoires qu'on utilise en tir, principalement en tir turco-persan. On va commencer avec le sipper et le majra. Alors le sipper, il y en a un exemplaire dans la collection du musée. Le majra, j'en ai pas vu ici, mais ce sont des accessoires qui permettent de tirer des flèches plus courtes que les flèches habituelles. Et ces flèches plus courtes, elles sont plus légères, donc elles vont pouvoir partir plus loin, mais elles ont aussi d'autres avantages dont je parlerai un tout petit peu plus tard. Alors le sipper, déjà, pour commencer, ça se présente comme ça. C'est une sorte de gouttière qu'on attache à la main d'arc, la main qui tient l'arc. Elle se pose sur le poignet et elle va guider la flèche au moment de la décoche. On le voit mieux sur cette photo-là, toujours Murat qui fait de la démonstration avec un arc turc. Et le sipper, donc, qui va permettre de tirer une flèche plus courte puisque ça va prolonger la surface sur laquelle la flèche va glisser avant de partir. Toujours le tir au pouce. Et alors, pour pouvoir tirer avec un sipper, il va falloir bricoler un petit peu la poignée de l'arc parce que la main ne tient pas l'arc comme ça, mais beaucoup plus penchée. Par contre, il faut que l'arc reste droit. Donc là, la poignée, on ne le voit pas très bien, mais on a enroulé un chiffon dessus qui vient caler la paume de la main pour pouvoir incliner l'arc incliner la main sans incliner l'arc, en fait. Voilà. Hop, là, on le voit d'au-dessus. Donc on voit bien que la flèche est plus courte et qu'on ne pourrait pas armer à cette allonge-là si on n'avait pas de sipper. Le majra, c'est le nom turc et navak en persan. Donc c'est cette partie en bois là qui est sur la droite de l'image. C'est un mince morceau en bois avec un canal découpé et une petite dragonne dans laquelle on passe la main de corde, donc la main qui tient la flèche, qui va venir armer l'arc. Hop, on le voit ici en train de tirer. Ah non, ça c'est le panjegon. Ah oui, non, c'est ça, j'ai une vidéo pour le... Mais les vidéos, elles ne se chargent pas en même temps. C'est contraignant. La vidéo... Hop. Non, elle est ici. Ça, c'est un majra. Une petite démonstration d'un tir au majra. Donc une flèche très courte. Et quand on tire... Hop, la flèche part, mais le majra reste dans la main. Je la remets vite fait parce que c'est passé très vite. Quel était l'intérêt militaire de cela? Alors l'intérêt, il y en a plusieurs, j'y viens juste après. Hop. Donc tout ça, ce sont des techniques qu'on utilise au pouce. Hop, je reviens sur l'image, ici, voilà. Alors, les techniques. Donc, ces deux dispositifs permettent à l'archer de tirer des flèches beaucoup plus courtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, que celles initialement prévues pour l'arc. Il y a un débat parmi les historiens pour savoir si cet appareil était conçu pour tirer des flèches trop courtes pour que l'ennemi puisse les ramasser et riposter, ou s'il s'agissait d'un moyen de réutiliser des flèches cassées sur lesquelles on allait refixer des pointes, ou pourquoi pas même des carreaux d'arbalète, qui, suivant les armées, suivant les époques, étaient parfois plus courants que les flèches d'arc. Le majra existe également dans l'archerie chinoise, où il s'appelle tong-a. C'est le même principe, mais qui était utilisé beaucoup plus loin. Donc on imagine que les armées se sont déjà croisées. Les Turcs, d'ailleurs, s'étaient à un moment alliés aux armées arabes pour pouvoir lutter contre les Chinois. Et alors justement, on est sur le majra, là. Je rebondis sur un autre ustensile qui est apparemment légendaire. On n'a pas de preuve précise qu'il a existé, qui était utilisé par les archers perses depuis les Sassanides, donc du 3e au 6e siècle, qui s'appelle le panjegon. Aucun exemplaire et aucune illustration d'ailleurs précise ne nous sont parvenus, mais plusieurs textes y font allusion. Il s'agit d'un dispositif qui ressemble au majra, mais qui permet de tirer des volées de 5 flèches à la fois.
Donc des flèches très courtes, comme sur le Majra, sauf que là, il n'y en a pas une, il y en a 5 à la suite. Mais en fait, ces flèches sont tellement courtes et beaucoup plus trapues, beaucoup plus épaisses, qu'on devrait plutôt les appeler des carreaux, qui sont beaucoup plus semblables à ceux tirés par les arbalètes. En persan, panj, ça veut dire 5, d'où le nom. Et ce dispositif transformait temporairement l'arc en une arme comparable à l'arbalète, et en plus aux arbalètes à répétition chinoises, comme celle qui est dans l'exposition du musée. Sauf qu'à la différence des arbalètes, qui tiraient plusieurs carreaux l'un après l'autre, ici les 5 carreaux sont tirés en même temps. Et ça devait être une arme absolument dévastatrice à assez courte portée, parce qu'on imagine qu'un petit peu comme les tromblons ou les fusils à pompe, dès qu'on est à une certaine distance, les flèches elles partaient un petit peu dans toutes les directions. Alors on a ici une photo d'un panjegan. J'ai pas de vidéo malheureusement, mais on voit, on distingue plutôt les 5 flèches qui sont filées à l'intérieur donc de la... La première plus la deuxième. Voilà, c'est exactement ça. En fait, sur le panjegan, la corde, elle vient se fixer, une fois à l'armement, sur un petit dispositif avec 2 dents. On vient placer la corde dedans, et c'est ce petit dispositif qui vient pousser les flèches, l'une après l'autre. Ouais, c'est pas loin de l'arbalète. C'est pas très loin de l'arbalète, ça se tient comme un arc, mais en termes de technique et d'équipement, on est plus proche de l'arbalète là. Voilà pour le panjegan et pour les accessoires. Alors, une technique qui est assez intéressante et qui est assez rigolote sur la photo, ça s'appelle le jarmaki. Ça, c'est turc aussi. Et c'est une technique utilisée pour tirer en contrebas de l'archer, au pied d'un rempart par exemple, ou sur un cheval. Si on est un cheval et qu'on veut tirer juste en dessous. On a vu des illustrations d'archers qui tiraient sur des lapins, sur du gibier, comme ça, vraiment en passant juste au-dessus à cheval et qui tiraient, tac, qui décochaient la flèche pile au moment où il passait par-dessus le gibier. En termes de technique, je pense qu'il faut être vraiment très, très précis parce que ça devait être compliqué. Mais par contre, du haut d'un rempart ou d'un machicoulis, par exemple, ça devait être très efficace. Et pour avoir testé la technique, c'est pas facile. Pour arriver à armer un arc un peu puissant par au-dessus sans se vriller le dos, c'est pas facile. Mais ça demande pas mal d'exercices. Par contre, on voit beaucoup d'illustrations, principalement dans les iconographies turques. Et on imagine que c'était une technique assez courante. Une autre technique que vous connaissez peut-être, en tout cas de nom, c'est le tir part. C'est une technique militaire qui a rendu célèbres les archers à cheval. Sur le champ de bataille, les archers faisaient mine de fuir à un moment donné et laissaient les ennemis se lancer à leur poursuite. Puis au bon moment, ils pivotaient sur leur selle et tiraient des volées de flèches sur l'ennemi lancé au galop. La littérature a gardé le souvenir de cette tactique et la flèche du part est aujourd'hui une expression française qui, d'après le Petit Robert, fait allusion au trait piquant que quelqu'un lance à la fin d'une conversation. En quelque sorte, c'est une attaque verbale, ironique ou cruelle, lancée au moment où l'on se retire, sans donner à la personne attaquée la possibilité de réagir. Citons maintenant quelques exercices régulièrement pratiqués par les archers pour ne pas perdre la main. Alors, le kabak, déjà, qui est une technique turque, et que vous connaissez peut-être ici sous un autre nom, est un exercice qui se pratique en général à cheval et au galop. Il s'agit de tirer sur une cage située au sommet d'un mât à plusieurs mètres de hauteur. Le but est de libérer l'oiseau qu'elle contient sans faire tomber la cage. Alors la cage et l'oiseau, petit à petit, ils ont été remplacés par des figurines d'oiseaux ou parfois de petites courges. Kabak en turc, c'est une courge, une petite courge. Et puis, on a remplacé cette petite cible par des cibles plates et rondes en métal, dont le bruit signale ou non la réussite du tir. Alors là, j'ai une petite vidéo, avant de parler de cette image. La vidéo passe très vite, j'ai pas trouvé mieux, mais je la passerai peut-être 2 ou 3 fois. Ça dure vraiment très peu de temps. On voit un archer turc ou hongrois, je ne sais pas, qui tire au kabak. Voilà. Le mât n'est pas très haut, mais avec la vitesse, on imagine que ça doit aller très très vite. Ah, Faut maîtriser, ouais. Il y a de l'entraînement derrière. Alors ce kabak, du coup, il a donné plus tard le tir à l'oiseau ou le tir à la perche. Alors ça, il y a toute une salle qui est dédiée à ces pratiques en bas, donc je vous laisserai voir l'exposition.
Le tir à l'oiseau, donc, qui est issu de cette pratique, est toujours en vogue depuis le Moyen-Âge en France, notamment dans le Nord, en Belgique et dans les Flandres. Beaucoup dans les Flandres. L'image qu'on voit là, elle vient d'Avignon, elle date du XVIIe siècle, donc quand même pas mal après le Moyen-Âge. Et des archers s'exercent à la technique du papeguet. Alors le papeguet en ancien français, c'est le perroquet. Tout simplement parce que l'oiseau, la figurine d'oiseau qu'on mettait tout en haut du mât en général, était pleine de couleurs vives avec des grands froufrous pour qu'on la voie de loin et qu'on puisse la viser plus facilement. Donc ça, c'est la technique de tir au papeguet. Et sur cette photo-là, photo beaucoup plus récente, ça c'est un tir à la perche. On voit la perche, c'est beaucoup plus haut. Les figurines d'oiseaux sont posées tout en haut de la perche, là-haut, si on continue la trajectoire de la flèche. Et vous verrez la taille du mât en bas dans l'exposition, c'est assez impressionnant. Et là, cette pratique-là se pratique uniquement à l'arc nu, sans aucun dispositif de visée. Donc je passe sur tous les détails et toutes les règles de cet exercice, mais c'est un très bon entraînement et ça change un petit peu que de tirer devant soi sur une cible. Et puis, alors, une autre petite photo ici, c'est assez technique comme schéma, mais ça, c'est à la fin des années 80, un archer hongrois qui s'appelle Lajos Kasai a mis au point un système de parcours à cheval où l'on doit tirer sur une cible de face, de côté, puis de dos en fonction de l'avancée du cheval, qui est lancé au galop. Cette discipline est appelée le parcours Kasai, du nom de son créateur. Et elle s'est développée petit à petit dans le reste de l'Europe, puis aux États-Unis et au Canada, où elle a rencontré un vif succès. Ça, les cavaliers, les archers à cheval adorent cette pratique parce qu'elle est assez facile à mettre en place. Il y a une cible, alors parfois on peut en mettre 2 ou 3, mais bon, on n'est plus sur les règles du tir Kasai. Et là, c'est assez intéressant parce qu'on voit à la fin, dans la partie rouge, là, l'archer, il est quasiment en tir-part. C'est-à-dire qu'il est complètement inversé et il va tirer des flèches derrière. Et en fait, à la vitesse à laquelle on va quand on tire à cheval comme ça, non seulement il faut anticiper le tir aussi à l'avance, il faut anticiper les mouvements du cheval aussi, puisqu'il faut tirer au moment où le cheval n'a plus les pattes qui sont en contact avec le sol pour être un petit peu dans un saut, en fait, vraiment un saut du cheval avant qu'il retombe sur le sol. Et donc c'est une technique assez spécifique parce qu'il faut être extrêmement rythmé dans son tir pour pouvoir décocher sans que la flèche elle parte n'importe où. C'est très compliqué. On va passer à quelque chose de beaucoup moins technique maintenant. C'est un aspect culturel, symbolique et mythologique du tir à l'arc oriental. Là, c'est un aspect qui m'intéresse beaucoup aussi. Il est quelle heure ? Il est 44. Ah oui, ça va plus vite que... Ah oui. Eh bien, on va passer assez vite alors du coup. Les nomades d'Asie centrale utilisent l'arc depuis la préhistoire. Ces peuples non sédentarisés, donc sans agriculture ou presque, devaient leur survie principalement à 2 éléments de leur culture. Le cheval et l'arc. Autant pour la chasse que pour la guerre, l'association de ces 2 disciplines, basée sur le mouvement et la possibilité d'attaquer à distance, a permis à leur peuple de conquérir d'immenses territoires tout au long du Moyen-Âge. Certains peuples, on revient à la carte, certains peuples comme les Huns, les Avars, les Magyars, les Coumans ou les Turcs ont migré des steppes d'Asie centrale, donc la partie verte au-dessus, jusqu'aux Balkans, puis dans toute l'Asie mineure. Au 5e siècle, les Huns d'Attila sont partis de la Hongrie actuelle, qu'on distingue ici, et s'avancèrent jusqu'à Orléans, et pillèrent Metz, Reims et Verdun. Donc vraiment, on a eu des invasions qui sont passées ici et qui sont même parties plus à l'ouest. Et c'est assez impressionnant de se dire que la plupart des combattants étaient des cavaliers, archers, et que c'est par le fait de leur pratique du tir à l'arc à cheval que les soldats ici, qui n'étaient absolument pas préparés à ce genre de technique, se sont fait un peu écraser. Au XIIIe siècle, ce sont les Mongols de Temujin, qu'on appellera plus tard Gengis Khan ou Gengis Khan, qui ont quitté la Chine pour conquérir ce qui sera plus tard le plus grand empire de tous les temps. De mémoire, je crois que l'empire mongol, sous Gengis Khan, il a été de 33 millions de kilomètres carrés. On imagine que pour administrer ça, c'était un peu compliqué. Les Mongols se sont arrêtés aux portes de l'Europe et pour des raisons politiques, ils ont soudainement rebroussé chemin. En gros, les 2 petits-fils qui sont arrivés aux portes de l'Europe, papy a cassé sa pipe en Chine à l'époque, et eux, ils ont dû rentrer fissa pour savoir qui allait hériter de l'Empire. Du coup, la conquête s'est arrêtée, et tant mieux pour nous. Ensuite, au XIVe siècle, c'est Timur Lang, qu'on appelle aussi Tamerlan, un chef de guerre turco-mongol, qui est parti d'Ouzbékistan et qui a fondé la dynastie des Timourides, qui a régné en Perse et sur une partie de l'Anatolie en Turquie.
On voit ça sur la carte. Au Moyen-Âge, certains de ces peuples, comme les Huns, devinrent chrétiens et les autres embrassèrent l'islam. Mais avant cela, la plupart des tribus nomades étaient animistes, c'est-à-dire qu'ils croyaient en des divinités de la nature et qu'il existe un monde des humains et un monde des esprits. Alors on va faire très court sur l'animisme, mais le rapport du tir à l'arc à cette religion, à cette spiritualité m'a semblé intéressant. Ces esprits sont personnifiés par des éléments naturels, comme le ciel, la mer, les montagnes ou les animaux. Et les matériaux dont étaient faits les arcs et les flèches étaient censés contenir l'âme de l'animal dont ils provenaient. Un empennage en plume d'aigle, donc, par exemple, était censé donner l'agilité et la force de l'aigle à la flèche. Dans les rituels chamaniques, l'arc était utilisé comme un élément divinatoire et pour propulser symboliquement le chaman du monde des humains vers le monde des esprits, en faisant un lien avec les animaux, toujours, dont sont issus les matériaux de l'arc et de la flèche. D'ailleurs, la voûte céleste était envisagée comme un arc, la terre plate était la corde, et la voûte céleste formait l'arc. Et on imaginait qu'en tirant une flèche avec un vrai arc, cette fois dans la direction du ciel, attirer la faveur des esprits à qui on pouvait demander une guérison, par exemple. Pas mal de rituels qui recensent ça. On trouve ça chez les Aïnous. Les Aïnous, pareil, au nord du Japon, exactement, ouais. Une pratique qui est pratiquée là-bas aussi. On va passer à la troisième partie, du coup, comme le temps passe très très vite, à la troisième partie de ce petit exposé, et qui concerne les femmes et le tir à l'arc. Alors ça, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, parce que moi, assez souvent, je me suis entendu dire « tu fais du tir à l'arc, c'est pas un truc de garçon, ça, c'est les garçons qui jouent avec des arcs, qui font les Indiens. » Moi, je suis pas d'accord du tout, et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, déjà, en Occident, au Moyen-Âge, il était plutôt rare que les femmes prennent les armes. Tout le monde le sait. Bon, ça, c'est plutôt ce que les sources veulent nous faire dire. Ils veulent nous faire croire, en tout cas. De nombreux historiens, comme Adrien Dubois, par exemple, en 2004, commencent à admettre que, prenant compte du fait que l'histoire a été écrite par des hommes et qu'il était particulièrement mal vu que les femmes sortent de leur rôle traditionnel de femmes, on a préféré omettre leur certes rare mais pas inexistant fait d'armes. En effet, il y a pas mal de récits, quand on se penche un petit peu là-dessus, qui montrent que des femmes ont pris les armes. On connaît Jeanne d'Arc évidemment, mais Jeanne d'Arc n'était pas une guerrière. Jeanne d'Arc, elle n'a pas porté d'épée selon ses propres dires pendant son procès. Tout ce qu'elle a dit a été mis par écrit. Elle n'a pas porté d'épée, mais elle se voyait elle-même comme un étendard, comme un porte-étendard. Elle avait une armure pour ne pas se prendre une flèche, parce que les arcs anglais en face, ils ne faisaient pas semblant. Elle n'avait pas de casque pour qu'on la reconnaisse de loin, et elle brandissait un étendard pour qu'on la suive. Et elle était là principalement pour le moral des troupes. Mais elle-même n'était pas une combattante. Alors une petite image que j'ai trouvée intéressante, qui est issue d'un livre d'heures anglais de la première moitié du XIVe siècle. Trois petits détails sur cette photo. Déjà, on voit que l'enluminure est anglaise, mais l'arc qu'utilise cette demoiselle semble être un arc bourguignon, c'est-à-dire un arc français, parce que le bord des scias est un petit peu arrondi, le bord des extrémités est un petit peu arrondi. Ce n'est pas un arc droit qui fait vraiment un arc de cercle. Peut-être suite à l'inspiration des arcs orientaux, qui sait. On voit qu'elle utilise sur la flèche qui est en train d'être tirée une pointe blunt, ou une pointe à maslotte. C'est une pointe plate qui est destinée à assommer le petit gibier, ou en tout cas à lui briser les os sans percer la peau. Parce que sur un lapin, si on peut utiliser la peau, c'est bien, mais si la peau elle est trouée de part en part, on ne peut plus en faire grand-chose. Donc ça, ce sont des flèches qui ont existé, qui existent toujours, et qui étaient très utilisées pour la chasse. D'ailleurs, le lapin sent que c'est pas bon pour lui, là. Et le dernier petit détail intéressant, c'est que cette demoiselle n'a pas de ceinture, mais elle a glissé ses flèches dans cette ceinture imaginaire derrière elle, et c'est une pratique qu'on voit souvent chez les chasseurs qui se déplaçaient tout en tirant. En revanche, les guerriers, eux, sur le champ de bataille, ils avaient plutôt tendance à planter les flèches en ligne devant eux, dans la terre, et ils tiraient. Ça avait aussi pour avantage de mettre de la terre sur les pointes de flèche, et quand l'ennemi se la prenait en face, en général, la blessure s'infectait beaucoup plus facilement. C'est au début du XXe siècle que la pratique mixte et sportive du tir à l'arc a commencé à se démocratiser. On fait un gros saut dans le temps, mais le temps passe. Alors voici ici, l'équipe féminine britannique aux Jeux Olympiques de Londres en 1908. Des femmes qui tirent au longbow, ça c'est chouette. Alors avec ces robes, ça ne devait pas être pratique quand même. Et ici, là, on a la future championne américaine Dorothy Smith Cummings en 1913, qui avait 10 ans donc, et qui s'entraînait déjà avec un longbow. Elle est américaine. On passe de l'autre côté de l'océan. Mais on va revenir à l'Orient quand même, avec cette demoiselle-là. Hop. Et, dernière page.
À la fin du XIIIe siècle, déjà, Marco Polo mentionne dans ses récits l'histoire d'une femme de l'Ouzbékistan actuel qui avait abattu 3 pillards avec un arc depuis son cheval. Lui, il avait trouvé ça assez exceptionnel parce qu'il n'avait pas l'habitude de voir ça en Occident. En Asie centrale, la survie concerne tout le monde. Si la tradition attribue des rôles spécifiques aux hommes et aux femmes, en tout cas après le mariage, il était plus que courant d'apprendre aux jeunes filles à monter à cheval, à tirer à l'arc et parfois même à se battre à l'épée. On se disait que ça pouvait servir. Savoir chasser ou se défendre était à la base de l'apprentissage, et si les rôles étaient bien définis, les enfants étaient élevés afin de pouvoir jouer le rôle social de l'autre sexe si besoin. Cette vision des choses, naturelle dans la culture animiste des anciennes tribus, s'est peu à peu perdue avec l'avènement de l'islam. Cependant, chez les Seldjoukides du XIe au XIIIe siècle, donc sur le territoire perse et anatolien, il est attesté que des femmes ont été impliquées dans les activités militaires, comme Altun Jan Khatun, qui était l'épouse du sultan Toghul Beg, ou Terken Khatun, qui était l'épouse du sultan Malik Shah, et qui possédaient leur propre armée personnelle. Chez les Ottomans, au XVe siècle, des chroniques relatent l'existence des Batchen Yerum, les sœurs d'Anatolie, dont le rôle était la défense des cités. On ne sait pas exactement si elles ont participé activement au combat ou si leur rôle était plutôt d'ordre logistique, mais il n'est pas impossible qu'elles aient porté les armes et pris part à des missions d'espionnage. Alors ce portrait de femme ottomane, il date du XVIIIe siècle, mais il a été réalisé en Hollande au début du mouvement orientaliste. Donc il est probable que ce soit plus une vue de l'esprit qu'une réalité. D'ailleurs, l'arc n'a pas l'air extrêmement fonctionnel avec cette petite poignée étrange. En Turquie, un club d'archerie traditionnel s'est voué à faire perdurer les traditions des archers ottomans depuis quelques années, de 1937 à 1939. Il s'agit du ok sport, autrement dit le sport de flèche. Ok, c'est la flèche. Et on peut voir ici donc des images de publicité pour faire venir les hommes et les femmes à ces clubs. Alors, mademoiselle s'en sort très très mal parce qu'elle a le coude en bas et elle ne va pas pouvoir tirer très loin comme ça. Mais on voit bien cette publicité qui était vraiment faite pour attirer tout le monde, avec un homme avec un zipper, une femme avec un zipper et l'archer ottoman classique, le janissaire légendaire, qui tire sur un arc apparemment très puissant vu sa largeur. Ici, on a Betül Ordiker, qui est la première femme policière turque dans les années 30 et qui était également une archère émérite, qui a également un zipper sur le poignet d'ailleurs. Comme quoi c'était vraiment un accessoire extrêmement répandu. En Iran, il y a des concours mixtes qui sont l'occasion de sortir les tenues traditionnelles des différentes régions. Alors on se retrouve soit avec les différentes régions d'Iran, soit des concours internationaux. Ici, par exemple, on a un concours à Tabriz, dans le nord-ouest de l'Iran, qui date de juillet 2011. Et, on passe un peu vite, hein, désolé, avec des tenues bien colorées. Et ici, dans le sud-est du pays, à Shiraz, dans le sud tout court du pays, en novembre 2018, donc encore plus récemment, à l'occasion des compétitions internationales des arts martiaux équestres, auxquelles ont participé des hommes et des femmes de plus de 19 pays. Donc ça a été vraiment un gros événement. Il fallait que je choisisse des images, j'ai mis principalement des archères, mais évidemment c'était mixte, donc il y avait autant d'hommes que de femmes. Et là, à cheval, ça a quand même une sacrée classe. Voilà pour cette petite conférence. C'était assez succinct, mais j'espère vous avoir appris quelques informations. Alors, il y a peut-être des questions. Malheureusement, là, vu le temps qu'on a, pour ne pas trop se décaler dans le timing, je vous propose, nous, on va ranger ça, on va préparer le concert. On commence à jouer dans 10 minutes, un quart d'heure. Et après le concert, qui va durer à peu près 40-45 minutes, là, j'aurai du temps et je pourrai répondre à toutes vos questions, que ce soit sur le tir à l'arc ou sur la musique. Merci beaucoup pour votre écoute et à tout à l'heure.